Salut tout le monde, moi c'est Gabriel et voici ma camarade Louise. Aujourd'hui, on est là pour vous aider à réviser votre BIA, c'est-à-dire le brevet d'initiation aéronautique. Et plus précisément, on va parler de l'histoire et de la culture de l'aéronautique. Salut à tous. Comme l'a dit Gabriel, on va plonger ensemble dans l'univers de l'aéronautique en discutant à deux. On a préparé pas mal de choses et on va partager avec vous ce qu'on a découvert. Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, une nouvelle ère s'ouvre pour l'aviation militaire. Il faut dire que les innovations technologiques des années précédentes, comme les avions à réaction et la propulsion supersonique, posent les bases d'une transformation qui s'avérera radicale pour les forces aériennes mondiales. Les États-Unis, l'Union soviétique, mais aussi les puissances européennes se lancent alors dans une véritable course. Une course pour développer des avions de chasse plus rapides, des bombardiers stratégiques et des systèmes de défense aérienne. Cette période de l'après-guerre est donc marquée par de véritables révolutions technologiques, par des progrès spectaculaires dans la vitesse et l'autonomie des avions et par un nouvel équilibre mondial des forces. Dans ce contexte, l'aviation militaire devient un élément essentiel, à la fois pour la dissuasion et pour le contrôle de l'air, et ce, en plein cœur de la guerre froide. Dans cet épisode, nous allons donc plonger dans les grandes innovations de l'après-guerre. Nous parlerons par exemple des avions à réaction comme le F-86 Sabre et le MiG-15, mais aussi des bombardiers stratégiques comme le B-52 Stratofortress. Et nous aborderons également l'émergence des forces aériennes nucléaires. Alors, rejoignez-nous dans ce voyage à travers les nouvelles frontières de l'aviation militaire, là où la guerre froide et la quête de suprématie aérienne vont redéfinir les stratégies et les tactiques des années à venir. Alors, aujourd'hui, on se penche sur la période juste après la Seconde Guerre mondiale, une nouvelle ère pour l'aviation. On est en 1947 et c'est le début d'une course effrénée à la supériorité aérienne. Le sujet du jour se concentre sur 3 avions emblématiques, le MiG-15, le F-86 Sabre et le B-52 Stratofortress. Oui, 3 appareils qui symbolisent vraiment cette transition technologique et stratégique de la guerre froide naissante. Chacun a eu un rôle très distinct. Si tu veux, on peut commencer par le premier mentionné, le chasseur soviétique. Exactement, le MiG-15. Il a fait son apparition en 1949 et a tout de suite marqué les esprits, surtout pendant la guerre de Corée. Il est décrit comme simple mais efficace, très maniable et capable d'atteindre 1000 km/h. Son armement à base de canons et de roquettes était apparemment redoutable. C'est ça, il est devenu le premier vrai rival du chasseur américain de l'époque, le Sabre. On insiste bien sur son rôle de super chasseur en Corée, où il a vraiment mis en difficulté les forces alliées. C'était un tournant, l'arrivée en force des jets dans les combats aériens. Et face à lui, donc, il y avait le F-86 Sabre. L'aviation américaine a dû réagir vite. Le Sabre était conçu pour être encore plus rapide, dépassant les 1100 km/h. Mais ce qui est intéressant, c'est la différence d'armement. On nous précise qu'il était équipé de 6 mitrailleuses de calibre 12,7 mm. Oui, une approche différente du combat aérien. Le Sabre n'était pas seulement un chasseur, il pouvait aussi larguer des bombes et des roquettes. Avec plus de 9000 unités produites, il est devenu le symbole de la supériorité aérienne américaine pendant ce conflit. C'est vraiment ce duel MiG-15 contre Sabre qui a défini les combats aériens de la guerre de Corée. Tout à fait. Et puis, on change complètement de catégorie avec le 3e avion, le Boeing B-52 Stratofortress. Là, on ne parle plus de chasseurs, mais de bombardiers stratégiques, un pilier de la guerre froide qui a vu le jour dans les années 1950. C'est un changement d'échelle complet. Le B-52, c'est la dissuasion. Les chiffres donnés sont impressionnants. Un rayon d'action de plus de 14 000 km et une capacité d'emport de plus de 27 tonnes de bombes. Sa simple présence, potentiellement armée de missiles nucléaires, était un message envoyé à l'Union soviétique. C'est un excellent résumé. Ces 3 avions, comme il est souligné, ne sont pas juste une évolution technique. Le MiG-15 et le F-86 Sabre incarnent la compétition directe pour le contrôle du ciel, tandis que le B-52 représente la dimension stratégique et la dissuasion nucléaire qui ont défini la guerre froide. Tout à fait. Et puis, pour conclure, leur héritage est durable. Ils n'ont pas seulement changé la façon de se battre dans les airs, mais aussi redéfini les stratégies militaires globales. Les chasseurs et bombardiers modernes sont, d'une certaine manière, les descendants directs de ces 3 icônes du XXe siècle. Ok, alors aujourd'hui, on va analyser un court extrait sur les débuts de l'aviation à réaction en France, juste après la Seconde Guerre mondiale. C'est une période vraiment charnière. Oui, tout à fait. Le document met en lumière 2 dates très rapprochées et très significatives, 1946 et 1949. Ça montre un dynamisme assez impressionnant pour une industrie qui sortait à peine de la guerre.
Commençons par la première date, 1946. C'est l'arrivée du premier avion à réaction français, le SO-6000 Triton. Mais ce n'est pas juste un avion, c'est toute une histoire derrière. Absolument. Le point le plus incroyable, c'est qu'il a été conçu secrètement pendant l'occupation allemande. Il faut s'imaginer le contexte, des ingénieurs qui travaillent dans l'ombre sur une technologie de pointe, au nez et à la barbe de l'occupant. C'est un acte de résistance technique, en quelque sorte. C'est exactement ça. Et le cerveau derrière ce projet, Lucien Servanti, est une figure majeure. Le texte précise qu'il est aussi connu comme le père du futur Concorde. Voilà, et cette connexion est fondamentale. Ça montre que les racines d'un des plus beaux projets aéronautiques du XXe siècle, le Concorde, se trouvent dans ces développements secrets de la guerre. Le Triton n'était donc pas qu'un simple prototype, c'était la graine de l'ambition aéronautique française de l'après-guerre. Et puis, on fait un bond de seulement 3 ans. On arrive en 1949 avec une autre étape clé, le développement du premier chasseur à réaction de série. Oui, le Dassault Ouragan. La nuance est importante ici. On passe d'un prototype expérimental, le Triton, à un avion de chasse produit en série. C'est le passage à l'échelle industrielle et militaire. Exactement. L'Ouragan marque le début de la grande aventure de Dassault dans les avions à réaction, qui allait donner naissance au Mystère, Mirage et plus tard au Rafale. C'est le moment où la France affirme sa capacité non seulement à concevoir, mais aussi à produire en masse sa propre technologie de défense. C'est un jalon essentiel pour la souveraineté nationale. En moins de 5 ans après la libération, le pays était capable de produire ses propres chasseurs à réaction. C'est remarquable. Donc, pour résumer, on a ces 2 moments fondateurs. D'abord, en 1946, la naissance technique et symbolique du jet français avec le Triton, fruit d'un développement clandestin. Et ensuite, en 1949, la concrétisation industrielle et stratégique avec le Dassault Ouragan. Ensemble, ces 2 événements ont véritablement propulsé la France au rang des grandes nations de l'aéronautique mondiale pour les décennies à venir. Alors, on se penche aujourd'hui sur 2 dates clés de l'aéronautique française juste après la Seconde Guerre mondiale. C'est assez fascinant de voir la vitesse de l'innovation à cette époque. Oui, 2 moments qui ont vraiment marqué l'histoire. On commence par laquelle ? On commence en 1949. On parle de l'ingénieur français René Leduc qui a réalisé le premier avion à tuyère thermopropulsive. En gros, c'est l'acte de naissance du statoréacteur. Statoréacteur, le mot est assez parlant. Stato, comme statique, et réacteur. Mais concrètement, ça fonctionne comment ? C'est différent d'un réacteur classique ? Exactement. C'est un type de moteur à réaction beaucoup plus simple. Il n'a pas de pièces mobiles complexes, comme les compresseurs ou les turbines qu'on trouve dans un turboréacteur. En fait, il utilise la vitesse même de l'avion pour comprimer l'air qui entre. Ensuite, on y injecte du carburant, on l'enflamme, et l'éjection des gaz chauds crée de la poussée. C'est pour ça qu'on l'appelle thermopropulsive. D'accord, donc si je comprends bien, il ne peut pas démarrer à l'arrêt. Il faut que l'avion soit déjà lancé à une vitesse assez élevée pour que l'air soit suffisamment comprimé pour que le moteur fonctionne. C'est tout à fait ça. C'est son principal inconvénient, mais aussi son plus grand avantage à très haute vitesse, où il devient bien plus efficace qu'un turboréacteur. Et le texte fait un lien intéressant, il mentionne que cette technologie équipera plus tard le SR-71. Le fameux Blackbird américain, l'avion espion ultra rapide, ça prend tout son sens. Il volait à plus de Mach 3, donc il avait besoin d'un moteur performant à ces vitesses extrêmes. Oui, pour être précis, le SR-71 avait des moteurs hybrides qui fonctionnaient comme des turboréacteurs à basse vitesse et se transformaient progressivement en statoréacteurs à haute vitesse. Une véritable prouesse d'ingénierie dont le concept de base a été prouvé par des pionniers comme le Duc. C'est impressionnant. Et tout ça, dès 1949 ? Passons à la deuxième date, 1961. C'est là que les Français réalisent le premier avion de combat européen capable de passer Mach 2. C'est ici du Mirage 3 de Dassault. Mach 2, donc 2 fois la vitesse du son. C'était une étape énorme pour l'aviation de combat européenne de l'époque, n'est-ce pas ? Absolument. On est en pleine guerre froide et la course à la performance est cruciale. Être capable de voler à Mach 2, ça signifie pouvoir intercepter des bombardiers ennemis beaucoup plus efficacement ou échapper à la chasse adverse beaucoup plus efficacement. Le Mirage 3, avec son aile delta caractéristique, est devenu une véritable icône et un grand succès à l'exportation pour Dassault. Et il a vraiment posé les bases de toute une lignée d'avions de combat français qui ont suivi. C'est un jalon fondamental. Donc, pour résumer, on a 2 innovations françaises majeures en un peu plus de 10 ans. D'un côté, une technologie de propulsion révolutionnaire, le statoréacteur de Leduc, qui a ouvert la voie aux très hautes vitesses.
et de l'autre, une application concrète de la recherche de performance avec le Mirage 3, qui a affirmé la position de la France comme une grande puissance aéronautique capable de produire des avions de combat de premier plan. 2 excellents exemples de l'ingéniosité française dans ce domaine. Alors, aujourd'hui, on va décortiquer un document qui nous donne quelques dates clés dans l'histoire de l'aviation militaire du XXe siècle. On va parler de 2 avions de chasse très connus, le Harrier et le Mirage 2000. Oui, 2 appareils qui sont vraiment emblématiques, mais pour des raisons très différentes. C'est intéressant de voir leurs histoires se croiser comme ça. Commençons par le premier point du document. En 1961, on a le premier vol du Harrier qui est décrit comme un aéronef à décollage et atterrissage verticaux ou ADAV. Voilà, ADAV. C'est vraiment ça la clé pour comprendre le Harrier. En anglais, on dit VTOL pour Vertical Takeoff and Landing. C'était une technologie assez révolutionnaire pour l'époque. En gros, l'avion pouvait décoller et atterrir à la verticale, un peu comme un hélicoptère. Et concrètement, quel est l'avantage de cette capacité ? L'avantage est énorme sur le plan stratégique. Ça signifie qu'on n'a plus besoin d'une longue piste d'atterrissage. Le Harrier pouvait opérer depuis des navires beaucoup plus petits que les porte-avions classiques ou même depuis des clairières ou des parkings. Ça offrait une flexibilité tactique sans précédent. Le document précise d'ailleurs une chose intéressante. C'est le seul appareil de ce type mis en service avec le Yak-38. C'est étonnant qu'une technologie si prometteuse n'ait donné que 2 avions opérationnels. C'est vrai, mais il faut nuancer. Le Harrier a eu une carrière exceptionnellement longue et a été un grand succès commercial et militaire. Le Yakovlev Yak-38, son équivalent soviétique, était beaucoup plus limité, notamment en termes d'autonomie et de charge utile. Donc, même s'ils étaient 2, le Harrier est vraiment celui qui a prouvé que le concept était viable. D'accord, je vois. Passons maintenant à la deuxième date mentionnée. En 1978, Dassault réalise le premier vol du Mirage 2000. Là, on change complètement de paradigme. Le Mirage 2000, c'est l'aboutissement de la célèbre lignée des chasseurs à aile delta de Dassault. Ce n'est pas un ADAV, mais un chasseur de supériorité aérienne qui a évolué pour devenir un formidable avion multirôle. Attends, tu peux préciser ce que signifie multirôle dans ce contexte ? Bien sûr. Ça veut dire qu'il est capable d'accomplir plusieurs types de missions. Il est excellent en combat air-air, c'est-à-dire pour intercepter et combattre d'autres avions, mais il est aussi très efficace pour des missions d'attaque au sol, avec des bombes ou des missiles. Cette valérance en a fait un grand succès à l'exportation pour la France. Donc, si je résume, on a 2 innovations majeures mais très différentes. D'un côté, le Harrier qui, dans les années 60, mise tout sur une flexibilité opérationnelle révolutionnaire avec le décollage vertical. Exactement. Et de l'autre, presque 20 ans plus tard, le Mirage 2000, qui représente l'excellence d'un chasseur conventionnel, misant sur la performance, la valérance et une technologie de pointe pour l'époque, comme les commandes de vol électriques. En conclusion, ces 2 dates nous montrent 2 chemins différents pris par l'ingénierie aéronautique pour répondre à des besoins militaires distincts. C'est assez parlant. Pour être sûr que tout a bien été compris, on peut peut-être finir avec quelques questions rapides ? Oui, c'est une excellente idée pour récapituler. Alors, première question. Quelle est la caractéristique technique principale et unique du Harrier ? Sa capacité à décoller et atterrir verticalement, la fameuse technologie ADAV. Parfait. Deuxième question. En quelle année le Mirage 2000 a-t-il effectué son premier vol ? C'était en 1978 et c'est un avion du constructeur français Dassault. Et pour finir, est-ce que le Harrier était le seul avion de son genre ? Non, il y avait aussi le Yak-38 soviétique. Cependant, le Harrier a été beaucoup plus performant et a connu un succès bien plus important, ce qui en fait la véritable référence des avions à décollage vertical. Alors, on va se pencher sur 2 dates clés de l'aviation militaire des années 80. Le document qu'on a est très court, mais il mentionne 2 premiers vols très significatifs qui ont eu lieu à cette période. Oui, 2 programmes emblématiques, mais avec des philosophies de conception et d'emploi assez différentes. On commence par lequel ? Commençons par ordre chronologique. En 1981, on a le premier vol du Lockheed Martin F-117, le fameux Nighthawk. Ah, le F-117. C'est vraiment Lavigne qui a popularisé le concept de furtivité auprès du grand public.
Avant lui, c'était un concept assez, secret justement. Exactement. Et ce qui est intéressant, c'est que, comme le précise le texte, il a volé pour la première fois en 1981, mais il n'a été officiellement dévoilé au public qu'en 1991, lors de la première guerre du Golfe. Il a donc été opéré en secret pendant 10 ans. C'est ça qui est assez fou. Pendant une décennie, l'US Air Force opérait un avion d'attaque quasi invisible au radar sans que le monde extérieur ne soit au courant. Sa conception, avec ses facettes très angulaires, n'était pas du tout optimisée pour l'aérodynamisme, mais purement pour dévier les ondes radar. C'était une approche radicalement nouvelle à l'époque. Tout à fait. Et puis, 5 ans plus tard, en 1986, on a un autre premier vol majeur, cette fois en Europe, celui du Rafale de Dassault. Voilà. Et là, on est sur une approche complètement différente. Le Rafale n'est pas un avion furtif au même degré que le F-117, qui était un bombardier subsonique très spécialisé. La conception du Rafale vise ce que Dassault appelle l'omnirole. Peux-tu préciser ce que signifie omnirole dans ce contexte ? Bien sûr, ça signifie qu'il est conçu pour accomplir plusieurs types de missions au cours d'un même vol. Par exemple, il peut passer d'une mission de supériorité aérienne, donc de combat air-air, à une mission de frappe au sol, puis faire de la reconnaissance. C'est un appareil extrêmement polyvalent. Donc, pour résumer, on a d'un côté un appareil américain ultra spécialisé dans l'attaque furtive et de l'autre un chasseur polyvalent européen. C'est intéressant de voir ces deux visions de l'aviation de combat émerger quasiment à la même période. Oui, et ça reflète bien les doctrines stratégiques de l'époque. Les États-Unis voulaient une capacité de premier en territoire ennemi pour neutraliser les défenses aériennes sans être détectés. La France, avec le Rafale, cherchait plutôt un avion à tout faire pour remplacer plusieurs types d'appareils de sa flotte. Un véritable couteau suisse aéronautique, si tu veux. En conclusion, ces deux dates des années 80 marquent la naissance de deux icônes de l'aviation. D'abord, en 1981, le F-117, un pionnier de la technologie furtive, gardé secret pendant une décennie. Et ensuite, en 1986, le Rafale, qui a misé sur une polyvalence extrême. Deux avions, deux philosophies qui ont profondément marqué le paysage de l'aviation militaire pour les décennies qui ont suivi. En conclusion, l'après-guerre a été une période d'innovation fulgurante pour l'aviation militaire. Les avancées en matière de vitesse, de portée et de puissance de feu ont redéfini les capacités des forces aériennes mondiales, marquées par la course aux avions à réaction et la naissance des forces aériennes nucléaires. Les MiG-15, F-86 sabrés et les bombardiers stratégiques comme le B-52 sont devenus des symboles de la nouvelle ère de l'aviation où la supériorité aérienne est devenue cruciale pour la dissuasion nucléaire et les stratégies militaires de la guerre froide. L'aviation militaire a donc fait un bond en avant après la Seconde Guerre mondiale. Mais il faut noter que cette période a également eu des répercussions sur l'aviation civile. La technologie développée pendant la guerre allait désormais révolutionner le secteur commercial avec de nouveaux avions à réaction capables de transporter des passagers à des vitesses inégalées. C'est pourquoi, dans le prochain épisode, nous explorerons l'aviation commerciale après la Seconde Guerre mondiale. Nous verrons un secteur en pleine transformation grâce aux avancées de l'aviation militaire et à l'émergence des avions à réaction de ligne.